Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, monsieur Martin Zongo, administrateur du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou. Bonsoir, monsieur Zongo. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes titulaire d'une licence et d'une maîtrise en lettres modernes, option théâtre obtenue à l'université de Ouagadougou, où vous avez d'ailleurs passé toutes vos études supérieures entre 1977 et 1982. Vous avez fait également vos études secondaires de 1969 à 1977 au Juvénat des Frères de la Sainte Famille de Samba, au Collège de la Salle et au lycée Ouézin Koulibaly, sanctionné par un baccalauréat série A4. Alors tout de suite, M. Zongo, ce qu'on remarque, c'est que c'est une cohérence parce que vous avez fait donc un baccalauréat série A4, je l'ai dit. Vous poursuivez vos études en lettres modernes. D'où vous vient cette passion pour les lettres? Je crois que je l'ai senti dans mes fibres. Pourtant, je viens d'une famille où tout le monde est mathématicien. Et pas que de petits mathématiciens. Mon grand frère est un grand mathématicien, ma grande sœur est une grande mathématicienne. Et moi, je crois que ça a été une incidence de l'inconscient de la jeunesse, parce que tout ce qui était matière a imposé des exercices, a imposé un travail constant, je ne le faisais pas quand j'étais jeune. Par contre, tout ce qui venait presque intuitivement, cette facilité à trouver les mots, les expressions, cette facilité dans la composition des langues, etc., c'est ça qui m'a orienté, je crois, vers les études littéraires. Donc il y avait une petite aversion quand même pour les mathématiques. Absolument. Les sciences exactes. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai passé mon BEPC sans cahier de mathématiques en 3e au collège de la Salle ici. Je n'ai pas eu un cahier de mathématiques. Je n'ai jamais pris une note en mathématiques. Et ce qu'on remarque également dans ce parcours, je l'ai signifié au secondaire, vous êtes resté avec les religieux pendant longtemps. Oui, ça aussi, je pense que je le tiens de ma famille. J'ai une famille fortement religieuse. Mon père était un catéchiste. Et donc, dès l'enfance, nous avons été canalisés dans ce créneau religieux. Nous avons été des servants de messe. Nous avons vécu dans le giron du clergé. Et je crois que c'est tout naturellement à l'époque-là que nous avons pris la route des maisons de formation religieuse, notamment les frères de la Sainte Famille de Samba. Mais disons que je ne regrette pas ce passage, même si je fais partie de l'expression qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je n'ai pas été élu. J'allais justement vous poser la question, parce que, bon, vu ce parcours, peut-être que M. Zongo aurait dû porter la soutane. Oui, j'aurais pu. Pas dû, j'aurais pu, mais comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Moi, je n'ai pas été élu parce que j'ai demandé à quitter le Juvénat juste après ma 5e. Vous voyez, je n'ai pas trop duré. Et je suis venu faire la 4e et la 3e au collège de la Salle ici parce que je ne sentais pas en moi cette fibre-là de la vie religieuse que je respecte beaucoup. Mais ce passage-là au niveau de la maison de formation religieuse, je crois, a un impact inestimable. Ce sont des écoles réputées pour la rigueur. Absolument. Mais également, parce que là-bas, il n'y a pas que l'instruction. C'est dommage qu'on ne puisse pas, évidemment, vulgariser ce genre de centre-là, ce genre d'école, parce que je crois que ce sont les meilleurs moules pour fabriquer des citoyens à la conscience aiguisée. Alors, sur le plan professionnel, M. Zongo, ce que je remarque, c'est qu'avant même la fin de vos études, vous donniez déjà des cours, notamment donc à l'Université populaire africaine, oui, si je ne m'abuse. Tout à fait, à Alors, l'UPA. voilà, l'enseignement à cette époque, est-ce que c'était un choix naturel? Disons que c'est dans le cadre du militantisme estudiantin que nous entreprenions, parce qu'évidemment, en faisant l'état de la situation de notre pays, on savait qu'il y avait un fort taux d'analphabètes et que nous qui avons eu la chance d'aller jusqu'à un certain niveau à l'école, on devait sentir le devoir de partager ce savoir-là avec ceux qui n'ont pas eu notre chance. Et c'est ça qui avait fondé d'ailleurs l'Université populaire africaine. Les cours se donnaient au lycée Zenda ici. Et on demandait des volontaires, des étudiants qui étaient volontaires pour venir dispenser des cours sans rémunération. Et bien sûr, dans le cadre du militantisme, du fait que nous savions et nous étions d'accord que nous étions des privilégiés et que nous devions être redevables à ceux qui n'ont pas eu notre opportunité. Je suis allé donc dispenser ces cours-là dans ces établissements. Et qui venait sur ces bancs à cette époque? N'importe qui. Ceux qui ont entendu parler
de cette possibilité, de cette occasion qui leur était donnée de venir prendre des cours de la 6e jusqu'en 3e. Eh bien, ils venaient des commerçants, des gens qui avaient quitté les bancs, qui aimeraient reprendre. C'est vraiment diverses provenances. Et on ne faisait pas de tri. Celui qui sentait le besoin de venir s'éduquer, se cultiver, il venait s'inscrire et nous, on les enseigne. Sans rémunération? Sans rémunération. Alors, 83-84, vous êtes professeur de lettres au Collège d'enseignement général de Pau. Nous sommes sous la Révolution. Et donc, jusque-là, c'est un parcours professionnel classique, hein, parce que là, on peut dire véritablement que vous entrez maintenant dans la vie professionnelle, parce que vous êtes recruté en tant qu'enseignant. Oui. Mais 84, vous êtes nommé haut commissaire de la province du Naouri. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on a du mal un peu à comprendre cette Alors, comme je viens de le dire, à l'université, on n'était pas que des rats de bibliothèque. On prenait les cours, bien sûr, mais on s'initiait, on s'éduquait aussi au militantisme. Et je crois que la révolution qui s'est déclenchée le 4 août 83 est venue comme le couronnement de toutes les aspirations que nous avions lorsqu'on militait à l'université. Et je crois qu'il y a le concours aussi de l'âge. Comme on dit, à 20 ans, si vous n'êtes pas révolutionnaire, c'est que vous n'êtes pas normal. À 50 ans, si vous continuez d'être révolutionnaire, paraît-il, vous n'êtes pas normal également. Donc, on avait la vingtaine, c'était vraiment notre affaire. Et comme nous avions une certaine éducation, une certaine formation dans la révolution, eh bien, nous avons trouvé que c'était notre affaire. Ça a commencé par les secteurs, parce qu'en août, on n'avait pas encore commencé à enseigner. Donc, nous avons été suffisamment actifs dans nos secteurs pour mettre en place les comités de défense de la Révolution, pour commencer à distiller l'idéologie révolutionnaire. Et quand nous avons rejoint donc nos postes d'affectation, moi c'était Pau, je suis le premier professeur de français du CEG de Pau, qui était en ouverture et qui est maintenant un lycée. Quand nous sommes arrivés là-bas, évidemment, nous avons continué l'action militante en dehors des cours. On organisait donc des cours pour les adultes en ville, on organisait des conférences, questions, d'élever un peu le niveau de conscience politique des habitants, des populations. Vous vouliez à l'époque de transformer le monde? Absolument, comme tout révolutionnaire. Seulement, il n'y a pas de place pour qu'on s'y tienne. Comme le dit l'adage, donnez-moi une place pour me tenir et je vous retourne le monde. Donc, on avait cette aspiration, je crois qu'elle était légitime. Ce n'était pas de l'ordre de l'utopique. La preuve, c'est que la révolution, en 4 années, a laissé des traces indélébiles. On ne peut pas dire que tout a été rose, mais on pourra revenir sur cet aspect. On va y revenir, mais voilà, vous êtes nommé donc au commissaire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je me suis illustré à travers mon militantisme qui était tout à fait désintéressé. Comme je disais, c'était notre affaire. Donc, ce n'était pas des calculs, je ne cherchais pas, je ne rêvais même pas, puisque quand j'ai quitté l'université, que je suis allé à Pau, tout ce qui était autorité administrative, nous, on avait un peu peur. Monsieur le directeur de ceci, le directeur du CG, monsieur le commandant de la gendarmerie, monsieur le secrétaire général de la commune. C'était des autorités que nous respections, mais on était dans notre petit coin, même si on menait des activités pour montrer qu'on soutenait la révolution et qu'on voulait que la révolution connaisse une certaine promotion. Connaissez-vous Sankara? Pas du tout. C'était à travers seulement les médias, c'était à travers son parcours historique que je le connaissais. On ne s'était jamais mis face à face, je ne lui avais jamais serré la main. De même que le capitaine Blaise Compaoré. La première fois où j'ai rencontré le capitaine Blaise Compaoré, qui était le second de la Révolution à l'époque, c'est le jour officiel de l'ouverture du CG de Pau. Il est venu parrainer la cérémonie et après nous, le personnel, il nous a serré la main. C'est la première fois qu'on se trouvait nez à nez et que je lui serrais la main. En tout cas, mai 84, votre verve révolutionnaire vous vaut en tout cas d'être porté à la tête donc, de la province du Naouri. Oui. Naouri, c'était quand même particulier parce que Naouri, c'est Pau. Pau, c'est l'académie. Il y avait l'expression. Il y avait une expression qui consacrait la province du Naouri, c'était le foyer incandescent de la Révolution. Alors, imaginez un jeune sans expérience qui quitte l'université, qui est professeur stagiaire et qui, quelques mois seulement,
d'enseignement, après quelques mois seulement, se retrouve à la tête de cette province-là, où il y avait un balai incessant de personnalités qui venaient voir Blaise, qui venaient visiter la province, le pic du Naouri, le Sénèque où on formait les commandos, etc. C'était un véritable lieu de pèlerinage. Donc, lorsqu'on m'a confié la responsabilité, forcément, j'ai accusé un choc parce que je ne connaissais rien de l'administration. Mais, Dieu merci, on dit que là où il y a la volonté, il y a le chemin. Comme j'avais donc dans la tête un peu cette volonté révolutionnaire, ça m'a permis de faire tout ce qui était à mon pouvoir pour relever le défi, parce que c'était un véritable défi. Surtout qu'à l'époque, vous aviez au-dessus de vous quand même le président Thomas Sankara, mais bien sûr, qui était connu pour une certaine rigueur, absolument, qui suscitait même peut-être la peur chez certains. Il était très fréquent à Pau, et comme je disais souvent, à 1h, 2h du matin, on m'appelle au téléphone pour me dire qu'il est là. Il faut tout de suite se rhabiller, courir chez le capitaine Blaise Compaoré, où il descendait, etc. On discutait un peu et puis il repartait. Non seulement il était là avec tout ce qu'il inspirait comme peur, mais en même temps comme aussi... fascination également. Mais c'est ce que je voulais dire, comme fascination, mais comme aussi envie forte de limiter, de rester dans son cadre, etc. et tout ça. Mais en dehors de lui, il y avait aussi le capitaine Blaise Compaoré à l'époque, qui lui résidait à Pau. Donc c'était mon premier citoyen d'honneur. Évidemment, je me trouvais à l'aise aussi parce qu'il me prenait sous son aile. Quand il y avait un problème que je pensais insurmontable dû à l'expérience de l'époque et tout ça, je me référais à lui et ensemble on trouvait une solution. Alors après, vous êtes nommé au commissaire dans le Boulgour, Tenkodogo, mais cette expérience s'arrête là. Octobre 86, vous reprenez le chemin des classes, professeur au lycée Philippe Zenda Kaboré. Là également, on a envie de comprendre, M. Zongo, que s'est-il passé? Est-ce que c'est une disgrâce? Jusqu'à présent, pour être honnête, je ne saurais le dire. Quand on m'a nommé dans la province du Boulgour, disons que les gens le prenaient pour une promotion parce que la province du Naouri comptait à l'époque 3 ou 4 départements et la province du Boulgour en comptait 12 à l'époque. Donc forcément, c'était une province plus large, avec des problèmes plus complexes, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque aussi, on vous nomme sans vous consulter. On vous enlève sans vous consulter. Et pour ce qui me concerne, lorsque j'ai appris comme ça à la radio, comme tout le monde seulement, qu'on avait nommé un autre commissaire dans la province du Boulgour, sans moi me fixer une affectation précise, je suis descendu à Ouagadougou pour voir le ministre de l'administration à l'époque. Il vit toujours, c'est l'actuel maire, non-maire Ernest Ouedraogo, pour tenter de comprendre, pas parce qu'on veut revendiquer, on veut se plaindre, mais peut-être aussi qu'on a fait des impairs. C'est bon, puisqu'à l'époque, c'était aussi la philosophie de la critique et de l'autocritique. S'il y a eu des... Vous vouliez voir ce qu'on vous reprochait? Bien sûr. Si on ne me reproche rien, mais on pense seulement qu'il faut rouler, on n'est pas les seuls camarades capables d'apporter quelque chose à la révolution, tu t'en vas l'âme en paix. Mais malheureusement, à l'époque, je n'ai même pas pu le rencontrer aussi pour être un peu situé sur cela. L'inconvénient, c'est que ça donne maintenant libre cours à toutes les interprétations que les gens peuvent se faire. Donc jusqu'à présent, vous n'avez jamais compris pourquoi? Je n'étais pas le seul, parce que c'est par vague. On se lève un jour comme ça en conseil de ministres, on peut nommer 10, 15 commissaires. 2 jours après, on peut les enlever, nommer d'autres personnes. Ça, c'était courant. Si moi j'ai cherché à savoir, ce n'est pas par acrimonie, ce n'est pas par frustration, c'est juste dans la ligne du comportement d'un révolutionnaire, la critique et l'autocritique. Peut-être que j'ai fait des choses qui m'ont échappé. Eux, ils peuvent savoir, ils peuvent dire voilà, tu as gaffé ici, tu as raté ici. Comme ils peuvent te dire non, il n'y a rien, c'est dans la philosophie. Mais ça, quand même, c'est un problème de gestion au niveau des hommes pendant la Révolution. Mais la Révolution n'a pas été que du blanc. Ça, je l'ai dit tantôt, la Révolution, ça n'a pas été 100% positif, mais il ne faut pas non plus jeter, comme on le dit couramment, le bébé avec l'eau du bain. La Révolution a posé des actes qui ne sont pas seulement salués dans notre pays, mais qui sont salués aussi partout en Afrique. Regardez la vague de sympathie qu'il y a
pour l'image de Thomas Sankara. Ce n'est pas seulement en Afrique aussi, à travers le monde, vous avez des mouvements, vous avez des associations, vous avez des centres, vous avez des rues. Thomas Sankara. Mais Thomas Sankara, c'est quand même pas rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que la révolution a été à 100% positive, non. Parce que là, dans votre cas, on a envie de comprendre comment on quitte de commissaire et on devient professeur du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, c'est vraiment... Non, aujourd'hui, quand on le dit, ça peut avoir un peu cette connotation-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'était une dégringolade. Mais à l'époque, je vous prie, c'était le naturel. C'était tout à fait naturel. Personne ne s'en plaignait. Vous êtes ministre aujourd'hui, demain on vous enlève, on vous envoie comme chef d'un champ quelque part là pour aller cultiver des arachides. Tout ça... Vous n'avez pas eu de pincement de quitter le salon pour la craie? D'abord, ce n'était pas des salons. Les hauts commissaires à l'époque, ce n'était pas du tout des nababs. Nous circulions sur des Yamahadam, on vivait avec le peuple, mangeait avec lui, on travaillait, on réalisait. Tous ceux qui peuvent témoigner de cette époque-là, du début de la Révolution, savent que les hauts commissaires, c'était de véritables ouvriers sur le terrain. Et si vous veniez là-bas parce que vous aviez envie de hauteur, vous aviez envie de dorure. Voilà, mais c'était raté. De toute façon, si vous présentez un peu ce caractère-là, vous n'allez pas passer 48 heures. Parce que les militants eux-mêmes avaient la capacité de désavouer, de destituer un responsable qui ne leur convenait pas. Alors, 87, c'est la fin tragique de la Révolution, octobre 87. D'aucuns estiment, avec le recul, que cela était prévisible. Oui, c'était prévisible. D'abord, comme dans tout processus révolutionnaire, l'histoire des révolutions a toujours enseigné ça, à telle enseigne qu'il y a un adage qui dit que la révolution mange ses propres fils. Tout ça, on l'a connu en apprenant un peu les théories révolutionnaires sur le campus, etc. Mais quand vous êtes concerné, vous dites, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Vous dites que mais là, est-ce qu'il y avait les germes, justement? Mais absolument. Les germes sont apparus à plusieurs niveaux. Il y avait l'organisation révolutionnaire des militaires, qui avait commencé aussi à connaître un certain nombre de dissensions, alors que le capitaine Thomas Sankara, comme Blaise Compaoré, Henri Zongo et tout ça, appartenaient d'abord à ce mouvement révolutionnaire militaire. Et puis, au sein du CNR, qui était un cercle plus élargi, qui avait la direction de la révolution, il y avait aussi des dissensions qui commençaient à apparaître, des clans qui se formaient. Et il y a les CDR également qui... Les CDR, évidemment... Qui dérivaient sur le terrain. Mais bien sûr. Qui créaient des frustrations. CDR, mais il y avait des CDR broueurs, comme Sankara même le disait, beaucoup d'opportunistes qui sont rentrés là pour évidemment se faire leur beurre. Tout cela... ça a constitué comme une sorte de petite bombe comme ça qui était sous la chaise de la Révolution. Et on savait qu'à un moment ou à un autre, ça risquait de péter. Et surtout... Mais pas une fin aussi tragique. Comment vous l'avez vécu? Quand on a commencé à sentir les dissensions entre Blaise et Thomas Sankara, entre les deux surtout, parce que tout ce qui se passait à côté, on se disait que c'était gérable. Mais dès qu'on a su que les choses prenaient de la distance entre les deux leaders de la Révolution, on a commencé à paniquer. À notre modeste niveau, nous ne pouvions pas intervenir. Mais par les témoignages, après, nous avons su que tous ceux qui avaient une parole digne d'intérêt ont agi, ont parlé à Thomas Sankara. Certains ont essayé de contacter Blaise Compaoré. Mais malheureusement, je crois que la contradiction n'a pas pu être résolue à travers donc, les échanges, à travers la conciliation. Et puis, l'irréparable est arrivé le 15 octobre. Alors, comment je l'ai vécu? Le 15 octobre, moi, je n'étais pas là. J'étais en France, à la conférence générale de l'UNESCO. On était même à 200 km de Paris, à Dieppe. Et c'est là-bas qu'un de mes collègues, qui était secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, est venu dans ma chambre, là, tambouriner. J'ai ouvert, j'étais en train de travailler sur mon rapport. Il m'a demandé si j'étais au courant. Je dis de quoi? Il y a eu un coup d'État au Burkina. Bien sûr, je me suis moqué de lui, parce que je connaissais mon pays, je savais comment la révolution était organisée, comment les CDR occupaient tous les espaces et tout ça, et je savais que c'était un truc impossible. Même si à l'intérieur, j'ai pensé que si quelque chose est arrivé, c'est au niveau des deux chefs. Parce qu'en dehors d'eux, personne ne peut prétendre renverser l'ordre qui était établi.
j'ai ouvert, enfin j'ai allumé la télévision, et puis voilà, ça passait en boucle, coup d'État au Burkina Faso, etc. et tout ça. Inutile de dire que j'étais complètement ravagé, j'étais dévasté, j'étais abattu. Surtout que ça s'est terminé donc par la disparition donc, du président Thomas Sankara. Oui. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, la figure de Thomas Sankara peut-être n'a jamais été aussi populaire. Mais je crois que c'est ça le destin des héros. Un héros, il devient une légende, surtout après donc, sa mort. C'est carrément une légende aujourd'hui. C'est un mythe. On l'a vu avec l'insurrection, beaucoup de jeunes arboraient fièrement l'image de Thomas Sankara. C'est encore le cas aujourd'hui. Pourtant, on peut dire que c'est quand même un paradoxe. Oui. Parce que Sankara, ce n'est pas la figure de la démocratie, ce n'est pas la figure de la liberté, et Sankara, c'était la figure de l'ordre. On ne peut pas dire que c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, disons que là, il y a effectivement des paradoxes. Autant les gens sont fiers de se réclamer de Sankara, autant ils admirent, ils sont même fascinés par Sankara à cause de la rigueur qu'il a démontrée, à cause de l'intégrité qu'il a démontrée, à cause du patriotisme, de l'amour de sa patrie, du panafricanisme qu'il a démontré, tout ça. Autant les gens sont admiratifs de ces valeurs-là qu'il a incarnées, autant bizarrement, personne ne se sent l'envie de faire le sacrifice nécessaire pour suivre ses pas, pour incarner ses valeurs. Aujourd'hui, on a l'incivisme, on a la défiance de l'autorité. Mais tout cela, c'est devenu des péchés, disons, journaliers dans notre pays. Et ça n'a rien à voir avec l'idéal sankariste. Donc, peut-être que la jeunesse est restée dans le folklore du sankarisme. Ils ont vu là un brave burkinabé qui n'a pas son pareil, comme on dit, et puis dans leur subconscient, ils se disent, mais ouais, je vais être comme lui, pour se distinguer complètement des autres et tout ça, parce que c'était le cas de Sankara. Mais quand il faut aller en profondeur, parce que si Sankara a représenté ce qu'il a représenté, c'est parce que sa vie aussi a été menée avec une extrême rigueur que peu de personnes peuvent se fixer elles-mêmes. Malheureusement, la jeunesse ne peut pas ça. On veut avoir le libertinage, ce n'est pas la liberté. On veut avoir le désordre, ce n'est pas la rigueur. On se laisse, disons, balancer par plutôt les vices que les vertus que Sankara a pu incarner. Alors, après la Révolution, vous êtes nommé secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO. Oui. Poste donc que vous occupez jusqu'en 1991. Oui. 2003-2004, vous êtes administrateur intérimaire du CITO. On va arriver donc à votre passion, le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, avant par la suite de prendre la tête de l'institution depuis 2004. Cela fait donc 15 ans que vous êtes administrateur du CITO. Oui. On l'a vu depuis votre maîtrise, option théâtre, on l'a vu, l'amour des planches était déjà là. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans le théâtre? Disons qu'au début, ça a été une sorte d'inclinaison naturelle. J'ai en fait découvert le théâtre à l'université avec des professeurs émérites comme Feu Jean-Pierre Kiengani, comme le professeur Prosper Compaoré. Ils m'ont tous tenu à l'université. Il y avait d'autres professeurs aussi. Je ne me rappelle pas de tout le monde pour les citer. Mais c'est principalement ces deux-là qui m'ont inculqué l'amour du théâtre. Par leur passion, on sentait que c'est quelque chose qui leur montait des tripes, c'est quelque chose qui occupait toute leur pensée, toute leur vie. Et comme ça, est-ce que c'est par esprit de mimétisme, je ne saurais le dire, mais c'est comme ça que petit à petit, moi j'ai penché dans ce cadre-là, surtout que dans le cadre des cours qu'on recevait et des devoirs que nous devions faire, on a exigé de nous aussi d'écrire des pièces. Et ce qui m'a amené à écrire ma toute première pièce, qui a connu La Nasse de Tenga. Absolument, qui a connu une relative reconnaissance. Et puis, de fil en aiguille, Jean-Pierre notamment, a repéré en moi aussi un potentiel, certaines dispositions, et il m'a demandé de travailler à ses côtés. C'est comme ça que j'ai été à côté de Jean-Pierre, et ensemble nous avons fondé le FITMO, Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, dont le père était d'abord le Festival des ensembles dramatiques de Ouagadougou,
le festival de Dinedo, qui ensuite a viré à Fitmo. Ensemble, nous avons monté aussi l'Institut international, le centre burkinabé de l'Institut international du théâtre, que le docteur Amadou Mandé dirige aujourd'hui, et pas mal d'autres activités, toujours dans le cadre donc, du théâtre. Et c'est ça qui a renforcé un peu mon amour pour cette discipline. Le théâtre, voilà, vous l'avez dit, vous avez écrit donc La danse de Tenga, oui. Vous avez écrit Sentence par intérim, oui. L'Empire des vampires, oui. Voilà autant d'œuvres donc qui vous ont valu des lauriers, oui. Notamment à la SNC. Oui. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment se porte le théâtre au Burkina Faso? Eh bien, curieusement, je ne peux que vous répondre que le théâtre se porte bien. Pourquoi? Parce que le théâtre a effectué des pas de géant. On ne va pas remonter à la genèse du théâtre, mais c'est depuis les années avant les indépendances quand même que l'activité théâtrale se menait dans notre pays, notamment par des précurseurs comme le Lompolo Koné, qui a donné son nom aujourd'hui à la nuit de récompense des acteurs du théâtre. Mais après, même si on prend la période du théâtre moderne incarné donc par nos pères tels que les Jean-Pierre Diengani, les Prosper Compaoré, les Achille Amadou Bourou, père son âme, ce théâtre-là a fait beaucoup d'émules. Voilà. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup d'adhérents qui se sont intéressés à cette discipline et de fil en aiguille, la mayonnaise a fini par prendre. Aujourd'hui, si on veut faire le point des nombres de compagnies théâtrales, de troupes théâtrales, d'ensembles dramatiques qui existent, eh bien, je crois qu'on peut en être fier. Et si on veut faire le point aussi des activités majeures en matière de théâtre dans notre pays, je crois qu'on peut être fier parce que dans la sous-région... Mais ce qu'on reproche souvent également aussi un peu au théâtre tel que la conception populaire, en tout cas ce le représente aujourd'hui, c'est comme si c'était une activité élitiste. Parce que quand on regarde une hyène à jeun, voilà, ou encore d'autres pièces qui sont jouées, on a l'impression que ce n'est pas accessible au commun des mortels. Il y a plusieurs types de théâtre. Le Cito, qui joue effectivement une hyène à jeun, a fait l'option de faire du théâtre d'auteur. Le théâtre d'auteur s'inspire de grands textes que des grands auteurs ont écrits et qui traversent le temps. Ça, c'est une catégorie du théâtre. Mais il y a beaucoup d'autres types de théâtre. Il y a le théâtre d'intervention sociale, il y a le théâtre forum, pratiqué par le professeur Prosper Compaoré, et il y a d'autres théâtres aussi, disons, plus populaires, qui sont créés, qui sont diffusés dans les différentes provinces, dans les différentes régions. Il faut reconnaître que des structures comme les récréatrales, des structures comme le CITO, comme le cartel, ce sont quand même des structures, disons, d'un certain niveau. Mais ce n'est pas nous qui alimentons l'activité théâtrale dans le Burkina Faso. Nous sommes dans la capitale. La capitale aussi est réputée, regroupée des gens d'un certain standing. Ce n'est pas le village, la capitale. Est-ce que le CITO draine les foules? Je suis désolé que tu me poses cette question parce que tu aurais dû être le premier à dire comment vous faites pour contenir les foules là au niveau du CITO. Les gens peuvent témoigner qu'au CITO, si vous arrivez peut-être 30 minutes avant le début de la cérémonie, vous n'avez plus de ticket. Ça, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je crois qu'en 15 ans, nous avons pu, avec patience, avec abnégation, avec détermination, nous faire un certain public. Et ce public-là aussi nous le rend bien, parce que quand on a une œuvre, eh bien, ils viennent toujours. Et jusqu'à présent, personne, des 15 années où j'administre le CITO, personne ne m'a dit un jour, ah, monsieur Zongo, aujourd'hui on a regardé votre pièce là, mais c'est pas bon, ça ne vaut rien. Chaque fois, c'est la satisfaction, c'est des lauriers qu'on nous lance et ça nous stimule pour continuer. Alors, avant de passer à l'actualité, la question qu'on se pose aussi, mais aujourd'hui, est-ce que le théâtre nourrit son homme? Alors, ça, c'est ça aussi la question. Ouais, disons que ça, c'est la question habituelle dans toutes les disciplines artistiques, sauf la musique. C'est des questions qu'on a posées lorsqu'il s'agissait du sport. Est-ce que le football nourrissait son homme? Aujourd'hui, est-ce que le théâtre nourrit son homme? Le théâtre commence à nourrir son homme. Je crois que je peux répondre comme ça. Le théâtre commence à nourrir son homme. Vous avez des acteurs majeurs du théâtre que vous connaissez sur le plan national. Un gars comme le regretté Amadou Bourou, il a vécu du théâtre jusqu'à sa mort. Voilà. Un gars comme le professeur Prosper Compaoré, comme feu le professeur Jean-Pierre Diengani,
auraient pu vivre du théâtre. Ils ont des espaces, ils font des créations et tout ça. Même s'ils sont des enseignants, ils auraient pu vivre du théâtre. Et aujourd'hui, d'autres acteurs qui vivent que du théâtre, vous avez les de Vermeda, les Alain Emma, les Aristide Tanakda, etc. Et au niveau du CITO, nous faisons la promotion du professionnalisme dans les arts du spectacle et le théâtre en particulier. La plupart des 500 ou 600 membres du CITO ne font que du théâtre. Donc ça commence à devenir... Au plateau de cinéma aussi, il n'y a qu'un pas à franchir. Bien sûr, il y a une passerelle qu'il ne faut jamais enlever d'ailleurs parce qu'on peut aller vice versa. On peut quitter les plateaux de tournage pour revenir au théâtre. Regardez même dans les grandes républiques, ça se fait. Vous avez des acteurs monstres comme les Alain Delon, comme, etc., qui parfois quittent le cinéma pour revenir au théâtre parce qu'ils pensent que le fondement du jeu d'acteur, c'est là-bas. Et comme ils peuvent quitter les planches aussi pour repartir au cinéma, donc il y a un flux, voilà, de l'un ou de l'autre côté, et je pense que ça nourrit les deux disciplines. Et justement, aujourd'hui, il y a un certain nombre en tout cas, les comédiens tentent de s'organiser, justement pour, en tout cas, valoriser un peu leur corps de métier. Ça, c'est une quête. Puis, en même temps, également, pouvoir peut-être améliorer un peu leurs conditions de vie, en termes de cachet et tout ça, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui manque, parce qu'on a un dumping qui ne dit pas son nom, selon les acteurs. Non, c'est une quête qui date de plus d'une décennie. L'ensemble des artistes se sont entendus pour arriver à ce qu'il soit élaboré à adopter un statut de l'artiste au Burkina Faso qui puisse lui reconnaître d'abord son statut social, sa place dans la société, ce qu'il apporte, parce qu'il y a beaucoup qui prennent les artistes comme des personnes qui ont raté peut-être une fonction ou une profession honorable, etc. Non. Être artiste, ça peut être un choix. Regardez dans l'univers des artistes, vous venez de donner un peu mon CV. Je ne suis pas resté au CP1. Vous entrez dans l'univers artistique aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'universitaires qui ont donc des activités artistiques et qui en vivent. Donc, depuis plus de 10 ans, nous nous sommes battus pour qu'il y ait l'adoption du statut de l'artiste. Ça, c'est fait. Actuellement, on est en train d'opérationnaliser ce statut pour permettre donc aux artistes de savoir à quelle sauce ils peuvent être mangés pour défendre leurs intérêts, pour défendre les cachets, pour défendre leur sécurité sociale, etc., etc. Je crois que la machine est lancée et que bientôt, des décisions concrètes seront prises pour opérationnaliser le statut de l'artiste qui comprend un peu tous ces enjeux, toutes ces préoccupations que les artistes sont recensés et pour lesquelles ils veulent que solutions soient trouvées dans le cadre des dispositions du statut de l'artiste. Alors, M. Zongo, actualité à présent, c'est la deuxième partie de l'émission, marquée cette semaine par le début des examens. Un sujet certainement qui intéresse l'enseignant que vous êtes, les examens du BEPC notamment dans un contexte d'insécurité, plus de 304 000 candidats qui sont donc sur les bancs à la recherche du brevet d'études du premier cycle. Malheureusement, tous les élèves de troisième ne peuvent pas composer, je l'ai dit, pour les raisons de sécurité. D'abord, comment vous le vivez? Parce que le ministre l'a dit clairement, certains élèves vont être obligés donc d'être frappés d'année blanche. Disons que premier sentiment, c'est un sentiment de nostalgie quand on parle de BPC. Ça fait 45 ans que j'ai passé mon BPC. Deuxième sentiment, c'est un sentiment évidemment de regret que la situation nationale, notamment en matière de sécurité dans notre pays, ne permette pas à tous ces enfants-là de pouvoir acquérir ce premier diplôme-là qui leur ouvre plus de perspectives dans le cadre de la poursuite de leurs études. Nous savons que ceux qui auront le privilège de composer ils ont déjà commencé, nous leur souhaitons bonne chance. Il y a certains qui vont avoir leur chance courant septembre, c'est ce que le ministre a déclaré. Dans une session de rattrapage. Exactement, comme ce qui s'est passé d'ailleurs, je crois, pour le certificat l'an passé. Et il y a certains qui ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas eu de cours, leur classe, leur école ont été fermées par les terroristes ou par l'activité terroriste depuis 5-6 mois. Ces élèves-là, malheureusement, nous ne pouvons que compatir à leur douleur en espérant que leur pays, leur État
saura trouver un moyen pour leur permettre de ne pas perdre leur chance d'être à l'école. Et justement, est-ce que ce n'est pas là aujourd'hui le défi, peut-être pour l'enseignement dans ces zones à risque? Est-ce qu'il ne faut pas trouver un mécanisme, peut-être en tout cas au-delà de ce qui se fait de façon classique? Je pense que voir la chose comme ça serait un peu simpliste. L'hydre terroriste est tel qu'il n'y a pas un seul secteur d'activité que vous pouvez privilégier pour que ce secteur continue de vivre, alors que les autres, évidemment, sont attaqués, sont paralysés. Vous ne pouvez pas. Je crois que la lutte contre le terrorisme est une lutte qu'il faut mener de façon globale. On ne pourra pas permettre à des élèves d'aller à l'école dans une région où il n'y a pas d'administration, où il n'y aura pas de santé, où il n'y aura pas de sécurité, de postes de gendarmerie ou de commissariat, etc. et tout ça. Donc, l'école est un élément d'un tissu global et il faut que ce soit tout le tissu global là qui soit protégé, qui soit mis en sécurité pour que les différents éléments qui composent donc cet ensemble-là puissent évoluer en paix. Donc on ne peut pas isoler l'école seulement, la défendre par rapport au terrorisme, et alors que le terrorisme est en train d'attaquer les autres organes donc, de la société. Et là également on a vu récemment donc d'autres attaques, oui, notamment donc des terroristes qui s'attaquent notamment par exemple à des forages. Oui. Voilà, là il y a quand même une volonté peut-être de priver les populations d'eau. Est-ce que là on ne touche pas quand même, voilà, c'est un peu le comble du cynisme. Mais bien sûr, c'est vraiment le comble du cynisme, mais je crois que ça montre aussi à ceux qui doutaient encore du caractère inhumain, du caractère animal, bestial de l'œuvre terroriste là, ceux qui en doutaient encore ont la preuve que ce sont des personnes qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas de cœur. Mais je crois que tout ça fait partie des techniques de guerre pour ceux qui ont des petites notions seulement des problèmes de guerre. Quand il y a un conflit comme ça, l'ennemi cherche à atteindre ce qu'on appelle des points névralgiques. On va chercher à empoisonner les mares d'eau, les barrages. On va essayer de vous priver de ce qui est essentiel à la vie de tous les jours, en alimentation, en boisson, en médicaments. Donc tout ça, ce sont des secteurs névralgiques que nos forces de défense et de sécurité savent très bien, à travers leur formation, que l'ennemi va chercher à attaquer. Je pense que s'ils ont réussi à déjà empoisonner quelques puits, alors que les puits non seulement sont rares au Sahel, mais ce sont des ressources en or, puisque c'est avec ces puits-là qu'on abreuve le cheptel, que les humains aussi étanchent leur soif. Si on laisse empoisonner ces ressources en eau-là au niveau du Sahel, mais c'est pour faire partir toute vie de cette zone-là et bien sûr en profiter pour s'y installer. Et au-delà de ça, on a vu également quand même ces églises qui sont attaquées. Alors là, c'est une autre technique, c'est la technique donc de la division du tissu social, la façon dont les communautés vivent ensemble. Notamment, je crois que c'est un exemple dans notre pays de savoir que les communautés religieuses vivent en parfaite harmonie, on se tolère les uns les autres, même si de temps en temps il y a des petites frictions, ce n'est pas quelque chose de suffisamment grave pour alerter le pays. Mais en s'en prenant aux religions pour essayer donc de créer de la division, de la zizanie, de l'animosité, de l'antagonisme entre donc les différentes religions, c'est encore une technique de guerre, parce qu'on sait que si on dresse l'ennemi les uns contre les autres, eh bien, on leur fait faire le travail qu'on n'a plus besoin de faire soi-même. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a une harmonie et une assurance tout risque face à cette volonté-là? Est-ce que la cohésion dont vous parlez, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est à l'abri? Disons que ce qui nous est donné à voir est plutôt rassurant. Je crois que chaque communauté religieuse a compris le jeu de l'ennemi et a lancé des messages forts aux membres de sa communauté pour qu'on ne tombe pas dans ce piège-là. Voilà l'état actuel de la situation en ce qui concerne donc les conflits interreligieux. Je pense que chacun a compris, mais est-ce que cela permet d'être rassuré qu'il n'y aura pas des parties faibles qui vont malheureusement tomber dans le piège et aussi causer quelques dégâts
là, Dieu nous en garde, mais on ne peut pas dire qu'il y a une garantie. De toutes les façons, dans ce contexte-là, on a vu donc que nos forces de défense et de sécurité sont en première ligne. Après l'opération Otampoinou à l'est, il y a l'opération Doufou qui se mène actuellement donc au centre-nord et au Sahel. Alors, même si on n'a pas, en tout cas, beaucoup de communication autour de cette opération, dans tous les cas, le gouvernement a décidé cette fois donc d'accompagner ou de soutenir également tous ces efforts à travers donc un projet de loi désormais donc qui permet un peu de sanctionner tous ceux qui démoralisent la troupe ou en tout cas qui font des divulgations sur les réseaux sociaux. Donc le projet de loi a été donc en tout cas adopté en Conseil des ministres cette semaine. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui? Je pense que ça vient d'ailleurs un peu tardivement. Parce que vous savez, le combat, c'est le moral d'abord. Le militaire, le soldat, l'homme de la sécurité, de la défense, c'est le moral d'abord. Lorsque son moral est fort, il va vers la mort en héros. Mais lorsque vous érodez ce moral-là, eh bien, il va déjà battu. Et je ne comprends pas comment dans une situation de conflit d'une telle gravité comme celle que traverse notre pays, comment est-ce que des gens vont se mettre à faire des plaisanteries de mauvais goût, à envoyer des messages qui vont saper le moral de nos troupes, alors que sans ces troupes-là justement, mais notre pays va être pris. Et tous ceux qui sont en train de jouer à ces petits jeux macabres-là vont se retrouver aussi frits dans ce poil. Donc je crois que c'est une mesure qui devait venir un peu plus tôt pour mettre à l'abri nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent aller en allant au front. Ceux qui n'ont jamais pris un fusil, ceux qui ne sont jamais montés au front, ne s'imaginent pas. Le soldat, il n'est pas en fer. C'est un être de chair et de sang. Il a une famille. Il a un trésor aussi qu'il veut voir fructifier. Il a des parents qu'il aime. Il a des enfants qu'il veut élever. Mais en montant au front, il sait que peut-être c'est sa dernière mission. Mais ce n'est pas ces gars-là qu'il faut aller décourager par des petits commentaires là qui ne sont pas bien séants, etc. Parce qu'on ne comprend rien à la gravité de la situation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi? Parce que bon, du côté de certains, on estime que ce type de loi peut être également liberticide. Oui, mais je pense parce que les gens estiment que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un espace de liberté. La réponse est simple, vaut mieux perdre sa liberté et vivre. Après, on peut peut-être lutter pour retrouver sa liberté. Mais si vous jouissez de votre liberté, jusqu'à ce qu'on vous éteigne, je ne crois pas que c'est dans l'au-delà que vous allez dire oui, ben sur terre, là, je luttais pour la liberté, je suis au ciel maintenant, bon, donnez-moi ma liberté. Enfin, c'est une caricature pour dire que quand une situation est exceptionnelle, il faut accepter de faire des concessions. Je ne vois vraiment pas qui ça va empêcher de dormir parce que il y a un soldat qui est allé là-bas et moi j'ai fait un écrit malheureux, on me prend, etc. On crie à la liberté. Des photos du cadavre. Non, mais c'est pas sérieux. Des informations je crois qu'il faut qu'on soit sérieux parce qu'il ne faut pas tendance à dévoiler des... Mais bien sûr, on exagère. Ce n'est pas la liberté. La liberté doit être responsable, s'abstenir de faire un poste, s'abstenir d'exhiber des cadavres, de dépouilles dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait vraiment à un individu? Est-ce que ça va permettre à quelqu'un d'être malade au point où on va le traîner à l'hôpital? Pas du tout. C'est un excès de jouissance de la liberté. À contexte particulier, comportement particulier. Laissons les forces de défense et de sécurité nous assurer notre sécurité. Et quand on sera en paix, comme avant, on peut encore, je n'ose pas employer le mot que je vais employer, mais j'allais dire, on peut encore s'amuser avec nos... Pas caca, mais ça ressemble à ça. Alors, M. Zongo, au-delà donc de cette question, il y a cette question, ce sujet crucial aussi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Oui. Comment se réconcilier aujourd'hui? C'est une question qui divise, parce que tout simplement, certains estiment aujourd'hui que pour se réconcilier, il faut par exemple que tous ceux qui sont à l'extérieur reviennent au Burkina, tous ceux qui ont dû s'exiler, notamment après l'insurrection, l'ancien président Blaise Compaoré, pour ne pas citer de nom, et d'autres personnes, quitte que tout le monde revienne pour qu'on puisse se parler et puis passer à autre chose. Oui. Alors ce sujet, il est très sérieux. On ne peut pas l'aborder avec légèreté.
j'ai conscience que nous mettons le doigt là sur une question très douloureuse, très importante, qui va peser beaucoup dans notre vivre ensemble, qui va peser beaucoup dans le devenir de notre pays. La réconciliation nationale que la CODER appelle depuis longtemps de ses voeux et que les citoyens en général appellent aussi de leurs voeux n'est pas un problème qui va être simple à résoudre. Pourquoi? Parce que je crois que depuis le temps, notre peuple, dans ses différentes composantes, notamment les composantes politiques, ont engrangé beaucoup de rancœur. Je crois que les gens ont laissé les antagonismes s'envenimer, s'enquister même, au point où aujourd'hui, je crois qu'il y a comme une sorte de citadelle de méfiance qui se dresse entre les différents acteurs de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il faut faire le deuil, ou en tout cas sacrifier la justice sur l'autel de cette réconciliation? Est-ce qu'au nom de cette réconciliation, il faut aujourd'hui, justement, peut-être une autre forme de justice, certains parlent de justice transitionnelle? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, selon vous, qui doit être envisagé? Ma position là, c'est de ne pas répondre justement facilement à ce genre de questions. Est-ce qu'il faut faire ceci? Oui. Est-ce qu'il faut faire cela? Non. Je crois que le problème est tellement important qu'il faut éviter de les dissocier comme ça pour poser ce genre de questions. Je crois plutôt que si j'ai une proposition à faire, très modestement, c'est qu'il faut que les différentes institutions qui sont mises en place pour permettre le dialogue social, pour permettre la cohésion sociale, puissent aller de façon un peu plus hardie à remplir leur mission. Mais il faut que les différentes composantes sociales aussi, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit les mouvements religieux, etc., que ce soit les coutumiers, chaque organe social de notre pays doit, je crois, apporter une contribution pour que nous puissions aboutir. Pas du tout. Ah, mais eux, ils vont apporter plutôt de l'huile sur le feu, je crois. Il ne faut pas. Parce que les politiques ne peuvent pas faire la paix entre eux seulement, d'autant plus que les politiques aussi sont des leaders et ils ont derrière eux des masses qui sont là. Et malheureusement, même si deux leaders s'entendent et que la masse n'est pas tout à fait sensibilisée, eh bien cette entente ne va pas durer. Alors que les masses qui sont derrière les politiciens ont aussi une oreille attentive vis-à-vis d'un certain nombre de parcelles de pouvoir que sont les chefs coutumiers, que sont les chefs religieux, etc. et tout ça, qui peuvent, en accordant un peu leurs efforts, arriver peut-être à toucher leur cœur, parce que le pardon, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas les facéties comme ce que nous avons déjà mené au stade du 4 août ici, en laissant voler des colombes qui ne voulaient pas pardon. Alors, il faut qu'on touche les cœurs, que chacun accepte, pour ceux qui ont été vraiment meurtris, d'avaler ces douleurs-là et de dire « je pardonne en continu ». Ce n'est pas une opération simple, ce n'est pas une opération, ce n'est pas une comédie. M. Zongo, cette semaine également a été marquée par l'avis favorable rendu par la Cour de cassation en France donc, concernant donc, le dossier d'extradition de M. François Compaoré, petit frère de l'ex-président, qui est donc en tout cas poursuivi dans le dossier Norbert Zongo. Une décision qui a suscité donc beaucoup de réactions, des réactions d'espoir au Burkina Faso pour tous ceux qui souhaitent donc en tout cas que la vérité se manifeste dans ce dossier Norbert Zongo. Alors vous, comment vous avez suivi cette actualité? Aujourd'hui, en tout cas, dans son aspect judiciaire, le dossier est vidé en France. Maintenant, on entre dans un aspect politique parce que c'est le gouvernement qui doit prendre un décret d'extradition. Voilà, comment vous suivez le dossier? Êtes-vous optimiste pour la suite, par exemple? Est-ce que aujourd'hui, les espoirs sont fondés pour ceux qui veulent voir la vérité dans ce dossier? L'affaire Norbert Zongo nous a tous touchés, nous a tous émus. Ça fait quand même 2 décennies que cette affaire-là traîne dans les arcanes de la justice. Mais la délicatesse du sujet, c'est que c'est une question qui est venue aussi
fonder deux fronts. Il y a tous ceux qui ont été humainement, familialement, professionnellement touchés par le dossier Norbert Zongo. Mais on remarque aussi qu'il y a un clan, notamment le clan qui se forme autour de la personne de François Compaoré et de son frère, qui ne partagent pas. J'estime que c'est un procès politique. Voilà, donc à partir du moment où il y a un peu cette dichotomie de vision, nous évitons des commentaires qui peuvent jeter de l'huile sur le feu. On n'est pas dressé contre quelqu'un, mais je crois que nous avons eu un crime. Parce qu'au début, on a dit que c'était un accident. Je pense que ça, il ne faut pas oublier non plus. Il a fallu la détermination de beaucoup de compagnons, notamment des gens de la société civile, pour que finalement, on se rende compte que le crime soit reconnu. Donc, dès le départ, il y avait une volonté manifeste de maquiller un crime en accident. À partir du moment où on a fondé le crime, on ne peut pas ne pas en rechercher les auteurs. Voilà un peu l'analyse qu'on peut faire. Et dans la procédure pour en trouver les auteurs, il se trouve que François Compaoré est dans la mire. Mais nous sommes tous des citoyens d'un état de droit. Être suspect, être, comment on appelle ça en termes juridiques, inculpé, voilà, ne signifie pas être responsable, être condamné. Faut-il venir s'expliquer. Mais oui, c'est là où je voulais en venir. Et donc, je pense qu'au lieu qu'on passe le temps ici à polémiquer et tout ça, la procédure a suivi son cours au Burkina, elle a suivi son cours jusqu'à presque aboutissement au niveau de la France, qu'ils viennent, qu'ils s'expliquent. Si ça se trouve qu'il n'a rien à se reprocher, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va lui faire des misères. Mais s'il se trouve aussi qu'il y a des éléments probants qui montrent qu'il est impliqué dans ce crime-là qui a fait pleurer tout le Faso, eh bien à ce moment, il faut aussi qu'il assume. Voilà ce qu'on peut dire autour de ce point. La grève du SYNCHA, le syndicat des agents de santé, qui vient donc de lancer un nouveau mot d'ordre. Après donc le boycott des gardes de permanence, opération caisse vide, non-transmission des rapports et statistiques, pas de mission du 7 juin, et cela jusqu'au 1er septembre. Alors on peut dire qu'ici, on a l'impression que les choses vont de mal en pis. Et comment vous vivez déjà ce mot d'ordre de grève? D'accord. Quelle lecture vous en faites? D'abord une lecture de rétrospective pour dire que nous assistons dans notre pays à une sorte de prolifération des grèves, des mouvements de protestation, de revendication des syndicats, etc. et tout ça. Dans le principe, ce n'est pas que ça soit interdit, mais je pense que les mouvements auxquels nous assistons actuellement dans notre pays dérivent de ce qu'on peut appeler un péché originel. Je pense qu'il y a eu au départ un péché, comme cela est expliqué un peu dans la genèse de la religion. C'est parce que quelque part on a mangé la pomme que nous connaissons les misères que nous vivons sur terre actuellement. Et je crois que le pouvoir aussi a commis un péché originel qui a ouvert la boîte au Pandore. Moi, c'est ma lecture. Pour revenir sur le cas spécifique du SYNCHA, évidemment, les arguments qu'ils avancent, qui sont principalement de deux ordres, c'est améliorer les conditions de soins, les infrastructures, le matériel, l'équipement, etc. et tout ça. Mais c'est une cause juste que nous ne pouvons que cautionner et appuyer. Améliorer aussi leur traitement et tout ça, ça relève aussi du naturel et de la logique. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est que tous ces mouvements-là, que ce soit celui des financiers, que ce soit celui des gens de la santé, que ce soit ce que les enseignants ont entrepris avant que les accords individuels, parfois secrets, soient signés pour décrisper la situation, nous déplorons le fait que tout cela se passe dans un contexte qui est le nôtre. Parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire très préoccupant. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il faut mourir de faim, mais je me dis aussi qu'on peut être peut-être un peu plus tolérant, qu'on peut être un peu plus conciliant pour que
nous fassions passer le danger qui nous guette tous et qui pourrait mettre fin à toutes nos revendications, avant de pouvoir reprendre un peu le jeu là où on l'aura arrêté quand la période, comme actuellement, se révèle chaude. Voilà ce que je peux dire. Sinon, il y a beaucoup de formes de lutte maintenant qui se développent aussi dans notre pays. Pas seulement la grève du Sincha, mais tout le mouvement de protestation, de grève, de refus de travailler. Regardez ce qu'on a perdu comme argent avec la longue lutte des financiers. Vous savez qu'ils avaient trouvé un système aussi qui n'était pas une grève déclarée. Le Sincha aussi n'est pas allé dans la grève ordinaire que nous avons connue jusqu'à présent, après avoir donc débrayé sur les grèves ordinaires. Aujourd'hui, ils sont en train d'appliquer des mesures dont certaines sont nouvelles pour les citoyens lambda. Mais je crois que toutes ces stratégies qui se développent là, je n'ai rien contre dans le principe. Ma préoccupation, c'est que nous prenons des décisions, nous posons des actes qui affaiblissent notre État. Alors que notre État actuellement aussi a des préoccupations, je ne dirais pas autrement plus importantes, mais vitales, exactement. Pour finir, le Soudan, avec donc en tout cas le Conseil militaire de transition qui a en tout cas cette semaine mis un coup d'arrêt aux négociations avec les civils de façon sanglante. Absolument. Avec cette répression qui a fait plus de 100 morts. Et aujourd'hui, on est dans une situation donc où les positions sont de nouveau tranchées entre civils et militaires, et même entre militaires, parce qu'aujourd'hui, on a le général Al-Bourhan qui estime que la négociation avec les civils peut reprendre. On a un autre général, le Emeti, qui estime qu'il n'est pas question de négocier. Tout à fait. Tout cela, est-ce que ça ne risque pas de sonner la fin de la révolution au Soudan? Disons que je pense que non. Ça va être difficile de vaincre un peuple. Ce qui se passe au Soudan est très déplorable. Voilà un peuple qui s'est mobilisé, qui est arrivé donc à son objectif de faire fléchir donc le président El-Béchir, et qui malheureusement a réussi ce succès-là avec l'appui des militaires, qui curieusement se retournent maintenant et veulent prendre la place de celui qu'ils ont destitué. Je ne sais pas si c'est une sorte de péché chronique à l'armée, mais chaque fois que l'armée est en possession du pouvoir, ça devient un problème. Bon, regardez un peu chez nous, hein, l'armée a pris le pouvoir, je crois, ici en 1966, et on a eu un président civil en 2015. On n'est peut-être pas le seul exemple. Mais pour revenir au Soudan, je crois que le peuple va tenir. Je crois que des contradictions internes peuvent germer, naître et s'exacerber jusqu'à résolution au sein même du corps militaire. Mais justement, la crainte, c'est que ces contradictions soient le début d'une guerre civile. Ah, pas tout à fait. Je crois que si la contradiction est favorable au mouvement populaire, eh bien, les choses vont rester là. C'est parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas suivre la tendance populaire qui veut que le pouvoir soit remis donc aux civils. C'est à cause de ça qu'il y a les tiraillements. Sinon, si les militaires acceptaient et faisaient que la transition était gérée par des civils, il n'y a pas de problème. C'est là où se trouve le conflit. C'est parce que les militaires veulent continuer à protéger leurs intérêts, à défendre un peu leurs avantages, qui ne veulent pas que ça soit une transition gérée par les civils. Mais je dis, il se peut que la contradiction naissent à l'intérieur, puisque déjà, vous savez qu'au niveau des généraux, au niveau des officiers, ils ne sont pas sur la même ligne quant à l'acceptation de cette situation-là. Alors, peut-être que quelque chose peut se passer. Monsieur Zongo, ça va être le mot de la fin? Oui, mais j'allais ajouter juste que l'espoir est permis encore parce qu'au moins l'Union africaine s'est jetée dans la danse en prononçant des sanctions. Déjà, le Soudan est exclu des instances de l'UA. L'Union européenne a soutenu la décision de l'UA. Et je crois que ça va donner encore de la vigueur au peuple qui sait que sa lutte est entendue, sa cause est entendue. Et peut-être qu'il y aura d'autres formes de soutien qui vont venir permettre au peuple soudanais de pouvoir donc l'emporter sur ces ennemis-là d'une autre époque qui tendent à confisquer et sa liberté et son pain. Merci, M. Martin Zongo, d'être passé sur le plateau de Sur la Brèche. On rappelle, mesdames et messieurs, M. Martin Zongo est l'administrateur du Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, le CITO,
Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Sur la Brèche.